Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Clémence Guédan. Dans cet épisode, on parle d'escape game et plus particulièrement des Serious Escape Games. Du processus de création au temps de remédiation après la partie, Clémence nous explique comment utiliser au mieux ce dispositif. Bonne écoute! Bonjour Clémence Guédan. Bonjour Mathieu. Bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Mais écoute, avec plaisir. Merci de me recevoir. Donc je m'appelle Clémence Guédan et je suis, game designeuse et médiatrice ludique. Ok. Alors comment en es-tu venue à t'intéresser au jeu? Alors le jeu, je m'y suis toujours intéressée, alors de manière générale, je joue, aux jeux vidéo, aux jeux de société depuis que je suis enfant. Les escape games plus spécifiquement, j'ai découvert ça, il y a, je pense, maintenant, 6 ans, quelque chose comme ça, 5 ans. Enfin quand un peu après que les premiers étaient lancés à Paris, les premières salles et puis je me suis intéressée, plus spécifiquement à ça encore à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans le secteur. Bon, j'ai un parcours un peu, hétéroclite, on va dire, puisque, comme beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur de l'escape qui reste quand même relativement récent, j'ai pas fait de formation spécifique pour ça. Moi, à l'origine, j'ai une formation double, en neuropsychologie puis en journalisme. Et puis, en fait, après 5 ans de journalisme, j'avais envie de changer un peu d'horizon, de changer un peu d'air. J'ai eu l'opportunité de rejoindre un projet de salle d'escape game qui se montait à Paris, heu et donc j'ai travaillé, sur ce centre d'escape. D'abord, sur toute la partie, aménagement, travaux, fabrication, conception des décors et scénographie et puis quand le centre a ouvert, je suis devenue, manager puis directrice du centre. Mmh, Voilà. d'accord. Et donc du coup, tu nous as un peu parlé de comment tu as découvert les escape games. Est-ce que tu peux nous dire, comment tu as découvert leur utilisation, plus dans un contexte professionnel? Justement au sein de l'escape game dans lequel je travaillais, on était beaucoup sollicité par des entreprises qui souhaitaient, pour beaucoup d'abord, mettre en place, organiser des team building pour les équipes. Et puis petit à petit, on a vu émerger d'autres types de demandes, pour, de la formation, du recrutement, voilà des problématiques plus orientées, monde professionnel. Et en parallèle de ça, je me suis, rapprochée aussi de tout l'univers des escape games pédagogiques, heu, qui est, aujourd'hui, très actif du côté des enseignants notamment. Hem Et c'est un sujet qui m'intéressait parce qu'en tant que, ancienne journaliste, le fait de pouvoir transmettre des connaissances, et là en plus en utilisant un support, différent, un support ludique, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc j'ai commencé à creuser cette partie-là. Mmh. Et selon toi, quelles sont les principales différences, qu'il peut y avoir entre un escape game pour le loisir et du coup un escape game qu'on va appeler serious escape game? Alors, la différence, c'est l'objectif derrière. Un escape game pour le loisir, l'objectif, 1er, il est ludique, hein, c'est passer un bon moment, s'amuser avec ses amis, sa famille, pourquoi pas des collègues aussi. Mais en tout cas, le but est vraiment purement ludique. Le Serious Escape Game, on a un objectif double puisque, l'idée, c'est toujours de s'amuser. Mais c'est aussi, d'apprendre des choses, d'être, sensibilisé à des notions, hem, éventuellement de montrer, des compétences. Heu, voilà, on s'arrête plus seulement aux aspects ludiques. Alors, tu nous as donné déjà certains thèmes que l'on peut aborder avec un serious escape game, comme le team building, la formation, le recrutement et puis un petit peu, la partie, transfert de connaissances, le serious game, pédagogique. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que l'on peut aborder grâce à un escape game? Mmh, quand tu parles de thèmes,
des thèmes que l'on peut, qu'une entreprise souhaite, travailler avec, ses collaborateurs et du coup qui fait appel à ce moyen-là qui est l'escape game pour pouvoir, travailler ces sujets. Alors ça peut être intéressant également pour, tout ce qui concerne les dynamiques de groupe. Observer, les rapports, ouais, les dynamiques de groupe entre les personnes d'une même équipe, par exemple. Heu, Ça peut permettre d'identifier certains dysfonctionnements. Heu, on voit notamment très bien à travers le jeu comment parfois la communication, ne fonctionne pas. En fait, le jeu est une sorte de catalyseur, puisque, en situation de jeu, on a tendance à plutôt tomber le masque. Et donc quand la communication au sein d'un groupe se passe bien, en général, ça se voit. Mais s'il y a des dysfonctionnements au niveau de la communication, si une personne va avoir tendance à foncer sans écouter les autres, ce genre de choses, là, tout de suite, ça va ressortir. Quels sont les avantages d'utiliser un escape game? Tu nous as parlé de la communication, de la dynamique de groupe. Qu'est-ce qui fait qu'un escape game est un outil intéressant, pour travailler ces sujets-là? Alors je dirais que l'avantage de l'escape game, c'est qu'on est dans un jeu qui est très immersif. L'immersion, c'est vraiment important, pour le vécu, des joueurs et pour créer une expérience forte, pour qu'ils retiennent des choses et puis les participants et participantes sont dans l'action. Immersion et action, c'est vraiment 2 2 clés, très très importantes et très intéressantes de l'escape game par rapport à d'autres jeux, parce que ça permet vraiment de placer les joueurs, au cœur du sujet. Mmh. Est-ce que tu aurais par contre des exemples, ou des cas, pour lesquels on ne devrait pas utiliser d'escape game? Alors, moi, je mettrais un gros bémol, sur l'utilisation d'escape game dans le cadre de recrutement, parce que c'est très, très, très difficile de faire ça bien, à mon sens. Bon, ça reste mon analyse perso, hein, mais c'est très facile de vite déraper et de tomber dans des pratiques qui, à mon sens, ne sont pas du tout éthiques, avec ça. Quelques exemples, hein, heu on peut pas utiliser l'escape game pour, comme base pour recruter les gens. C'est-à-dire que les observer et voir s'ils sont capables de résoudre des énigmes ou pas, bon déjà ça sera pas ça vous permettra pas de savoir si la personne qu'il y a en face est bonne pour votre poste. Et puis en plus, c'est placer les gens dans une situation de compétition, qui est, à mon sens, pas forcément, très souhaitable. Hem En revanche, ça peut être intéressant couplé, à de l'entretien formel, et dans ce cas-là, vraiment comme outil, mais un outil parmi d'autres. Et là, ça permet, d'obtenir simplement des, comment dire? Des 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 infos sur, certaines compétences, mais qui sont pas des c'est ce qu'on appelle les soft skills, finalement. Donc qui vont pas être des compétences directement liées au métier envisagé, mais plus des compétences larges comme justement la communication, la coordination, le fait d'être capable de prendre des décisions, ce genre de choses. Et comment se déroule le processus de création d'un serious escape game? Alors, dans un premier temps, pour créer un serious escape game, ce qui est important, c'est d'identifier les objectifs pédagogiques. C'est-à-dire, bah, quel est le but final au-delà du jeu? Est-ce que c'est de former des gens? Est-ce que c'est de resserrer les liens entre une équipe? Est-ce que c'est de sensibiliser à certaines notions, à certaines valeurs qui vont être importantes pour l'entreprise? Une fois que ces problématiques-là sont identifiées, on va choisir la thématique du jeu en lui-même, la thématique du scénario. Alors il faut savoir que, un scénario, peut être très, très, très éloigné de la thématique de base. C'est-à-dire qu'on veut faire un escape game qui s'adresse, je sais pas, à des ingénieurs. On peut tout à fait pour autant, placer l'histoire dans un monde, complètement, fantasy avec, des elfes et des orques, ou alors, dans,
justement, je vais pas dire un vaisseau spatial parce qu'on s'éloigne du côté, ingé, mais par exemple au Moyen Âge et c'est très intéressant d'utiliser ce décalage-là justement, heu, pour, heu, pour faire ressortir des notions qui seront présentes, mais de façon beaucoup plus subtile que dans du jeu, purement littéral qui serait beaucoup moins amusant. Mmh. Donc on détermine les objectifs, finaux avec le client, on choisit la thématique et puis, après on choisit un certain nombre d'énigmes pour travailler certains sujets, dans l'escape game ou? Voilà, alors une fois qu'on a choisi la thématique, viennent les étapes de création, en soi du jeu. On doit travailler à la fois sur l'architecture globale du jeu, c'est-à-dire quelles sont les grandes mécaniques, hem, comment on va d'un point A à un point B finalement, quel est le but final de la mission, d'escape. On a l'écriture de l'histoire parce qu'il faut qu'il y ait une narration qui porte le jeu, ça c'est très important. La narration, ça va servir de fil conducteur aux joueurs pour savoir, ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils vont aller, pour contribuer à l'immersion aussi. Et ça, c'est valable même dans les escape games classiques. Et puis enfin, il y a la création et l'agencement des énigmes au sein de cette histoire, au sein de ce fil narratif. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées avant et après une session de jeu? Alors, quand tu dis activité, tu entends, Bah, du coup, par exemple, tu nous as parlé, quand il y a un objectif, par exemple, pédagogique, que l'escape game s'inscrit comme un outil parmi d'autres. Est-ce que régulièrement, il y a des activités autres que l'escape game qui sont proposées, avant et après la session de jeu pour, travailler pour préparer en fait la session de jeu ou pour, je pense notamment après le jeu, une petite période de débriefing pour voir ce que les personnes ont, vécu, et comment elles peuvent transférer ce qu'elles ont, expérimenté dans l'escape game dans leur activité professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait, absolument. heu, Alors tout ce qui est justement très important dans les escape games pédagogiques et c'est une des grandes différences avec les escape games purement ludiques, c'est l'importance de la remédiation après le jeu. C'est-à-dire que dans un escape game, commercial, le débrief va durer, entre 5 et allez 10 minutes maximum, et l'idée c'est de refaire le match, c'est de revenir sur, les différentes étapes du jeu, voir à chaque étape comment l'équipe a performé, comment elle s'en est sortie, hein. Les gens aiment bien avoir un référentiel, qu'on leur dise: «Ah bah là vous avez été, plus rapide, moins rapide. Ah là ça a été un petit peu compliqué» et cetera. Ils aiment bien se situer, par rapport à toutes les autres personnes qui ont joué. Quand on est dans un escape pédagogique, non seulement on revient là-dessus, mais en plus on va débriefer sur toutes les notions justement qui ont été abordées pendant le jeu. Parce que très souvent, dans un premier temps, en sortant, les gens n'ont pas forcément l'impression d'avoir appris quelque chose, d'avoir retenu quelque chose. C'est cette phase de remédiation qui va permettre d'ancrer dans leur mémoire, tout ce qu'ils ont pu apprendre. Donc, on va revenir étape par étape sur toutes les notions, souvent sous forme de questions. Est-ce que, vous vous souvenez, là, qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse? Et le fait d'en reparler, d'en rediscuter et d'expliciter derrière, de donner des éléments plus théoriques, ça permet, aux personnes de retenir, de façon beaucoup plus, pérenne, leur expérience et d'en tirer profit. Maintenant, le jeu en lui-même peut être complété après d'autres activités. Je repense, notamment au cas où ça peut être utilisé en recrutement. À mon sens, c'est vraiment nécessaire d'avoir un entretien formel, qui complète, qui permet de débriefer et surtout que c'est cet entretien-là qui sert de base au recrutement et pas le jeu en soi. mmh Donc un entretien plutôt après la session de jeu, du Ouais. coup? Ouais, ouais et là, en fait, l'escape game est intéressant dans le sens où il peut permettre de créer justement une conversation. Alors toujours, on va pas être sur: «Ah, vous avez pas réussi à résoudre telle énigme», ça montre que non, c'est plutôt, «Tiens, je vois que vous avez adopté telle attitude ou tel comportement pendant le jeu. Est-ce que vous pouvez, m'en parler un peu plus? Est-ce que c'est comme ça que vous vous comportez habituellement?» Ce genre de choses. D'accord, ouais.
Qu'est-ce qui se passe pendant la partie d'escape game? On a parlé, d'observation des joueurs, notamment, dans le cadre d'un escape game pour le recrutement. Heu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du décor pendant que les joueurs jouent? Alors pendant que les joueurs, sont en jeu, on a le game master qui, les supervise. Alors il faut savoir que, le game master, donc ça c'est vraiment la personne qui est chargée de leur envoyer des indices, de les guider tout du long, de les encadrer, de les accompagner s'il y a besoin, d'aider l'équipe. Le game master peut être présent à l'extérieur de la salle, c'est ça la plupart du temps, hein. Il va surveiller les joueurs, par caméra interposée et par micro interposé. Heu, il peut arriver aussi dans certains cas que, la personne soit présente directement dans la salle, incarne un rôle, et donc contribue à l'immersion des joueurs et sera à même de les guider, de façon encore plus fine. Maintenant, la place du formateur par rapport à ça est un peu particulière. Hem, il y a plusieurs cas de figure. On peut imaginer, alors ça, c'est l'idéal, pour un game designer, c'est de travailler en co-création avec des formateurs qui eux-mêmes animeront le jeu. Mais ça, c'est vraiment un travail assez lourd parce que, bah, être game master, ça ne s'improvise pas, ça demande quand même un certain nombre de compétences, et attentionnelles et pour réussir à intervenir au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard et de façon adaptée. Heu, c'est toujours frustrant quand on reçoit trop d'indices ou des indices trop précis alors qu'on est sur le point de trouver. C'est aussi frustrant d'attendre trop longtemps. Mais un formateur qui serait bien formé à ça, ça serait très intéressant parce que justement, il aurait vraiment la double casquette. Maintenant, la plupart du temps, le formateur va plutôt être, ou l'observateur va se positionner à côté du game master, derrière les écrans, et être simplement observateur de ce qui se passe et prendre des notes. Dans ce cas-là, ce qui est impératif à mon sens, c'est que le formateur ait lui-même joué le jeu avant. Heu, Parce que, comme ça, il va pouvoir se concentrer dans son observation sur, tout ce qui a trait à la dynamique de groupe et aux participants, plutôt que d'essayer lui-même de résoudre les énigmes. Parce que ça peut arriver quand on découvre un jeu en même temps que les participants, bon, bah, forcément on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher, et qu'est-ce que c'est la réponse et où est-ce qu'ils doivent trouver?» Alors que si on veut bien faire son travail, je pense qu'il faut se détacher de ces aspects-là pour justement s'intéresser vraiment au cœur du sujet. Ouais, tout à fait. Et qui sont les personnes qui viennent jouer, à des Serious Escape Games? Est-ce qu'il y a un public particulier ou est-ce qu'il y a un peu, tout type de public? Alors c'est assez variable, c'est d'une part des gens du monde de l'entreprise, heu, que ça soit, voilà, ça peut être des futurs recrues, des personnes qui viennent d'être recrutées et l'entreprise veut les sensibiliser à une thématique importante, par exemple, je sais pas, la cybersécurité et donc tous les nouveaux arrivants vont avoir, cette session, un peu comme ça serait le cas pour je sais pas, un week-end d'intégration. On va leur présenter un petit peu les codes, hem et puis les éléments importants pour l'entreprise. Hem, Ça peut être aussi un public, d'étudiants, d'élèves. Là, on n'est plus dans le monde du travail, mais ça reste de l'escape game sérieux avec, la notion d'apprentissage derrière et il y a beaucoup d'enseignements qui sont justement très dynamiques dans le secteur, et qui utilisent l'escape game comme outil de transmission pour leurs élèves. Mmh. Ce sont des groupes de combien de personnes, de manière générale? Alors, bon, il y a beaucoup de définitions aujourd'hui qu'on peut donner d'un escape game, d'autant que le secteur a pas mal bougé ces dernières années. Mais, pour moi, un groupe d'escape game ne doit pas dépasser enfin, une équipe d'escape game ne doit pas dépasser 6 personnes si on veut que ça fonctionne. Parce qu'en fait, le jeu n'est pas prévu pour plus, dans le sens où c'est un jeu qui est basé, sur la réflexion et la fouille, mais aussi quand même beaucoup sur la communication et la coordination, la coopération entre les joueurs. Dès qu'on est trop nombreux, il y a forcément des informations qui se perdent en route, hem et la communication ne se fait plus bien. Après, il est tout à fait possible d'envisager des jeux avec des groupes beaucoup plus grands, de 50, 100, 150 personnes, mais il faudra toujours qu'on ait des sous-équipes de, 4, 5 ou 6 personnes maximum qui soient constituées. On ne peut pas faire jouer 150 personnes en même temps.
Enfin, on peut, mais voilà, il faut qu'il y ait ces sous-équipes qui existent. Oui, il faut beaucoup de salles. Alors beaucoup de salles ou alors un jeu qui a été créé sur mesure, ça existe aussi, et qui soit adapté, aux jeux de plusieurs équipes simultanées. Comment gères-tu les personnes qui appréhendent un peu le fait d'une part de jouer un escape game dans un contexte sérieux et puis de devoir jouer aussi avec des personnes qui sont éventuellement leurs collègues? Alors là, je peux parler que de mon expérience, personnelle, mais ça a jamais été un problème par rapport aux personnes que j'ai pu voir jouer ou faire jouer. Jouer avec ses collègues, bon, il y a 2 cas de figure, hein. Soit on s'entend bien avec et dans ce cas-là, bah, on passe un bon moment, on s'amuse. Soit, on s'entend pas forcément bien avec eux, mais très souvent quand même, quand un escape game est organisé par une entreprise, bon, bah, c'est le fait de, 1 ou 2 personnes qui, sont à l'origine du projet, heu et très souvent les autres personnes de l'entreprise ont pas vraiment leur mot à dire. On leur dit: «Voilà, tu vas venir faire ce team building» et puis c'est tout. Hem, Après, j'ai eu le plaisir de voir assez régulièrement des personnes qui commençaient en étant assez fermées, parce que justement, le jeu, c'est pas trop leur truc de manière générale et puis grâce à l'immersion, grâce à l'action nécessaire pour que le jeu avance, heu, les participants se prenaient finalement, au jeu et finalement, passaient un bon moment et sortaient avec le sourire. Ça, c'était toujours très agréable à voir. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de scénarios et d'énigmes à résoudre qui sont utilisés dans des serious escape games pour qu'on puisse un peu se représenter ce que c'est? Alors des énigmes en soi, ça va être compliqué de vous les donner parce que, c'est en fin de compte, les scénarios eux-mêmes vont pas forcément différer d'un escape classique. Heu, Comme je le disais, la thématique peut être littérale, mais c'est d'autant plus amusant quand ça ne l'est pas. Donc on peut tout à fait imaginer, un escape game d'entreprise, mais qui se passe au Moyen Âge, au temps des chevaliers, par exemple. Hem On peut aussi être dans de la mise en scène un peu plus, comment dire? Un peu plus littérale quand même, si c'est le souhait du client, je pense à, bah, par exemple, un escape game sur la cybersécurité ou sur la sécurité tout court, où, les participants vont devoir incarner des cambrioleurs et donc s'introduire dans des bureaux, récupérer des informations, importantes, stratégiques, qui appartiennent à l'entreprise. Là, finalement, l'intérêt, c'est d'inverser, c'est de placer c'est de placer le joueur dans la situation de «l'ennemi» entre guillemets, pour le sensibiliser à toutes les bonnes pratiques qui permettent de protéger, efficacement l'entreprise. D'accord. Quels conseils, pourrais-tu donner aux personnes ou aux entreprises qui souhaitent utiliser des serious escape games? Mmh, alors le conseil que je peux donner, c'est, faites-vous accompagner par des professionnels, heu, parce que, c'est toujours, important d'avoir, en fait, on peut faire de l'escape game, comment dire? On peut souvent avoir l'illusion de créer un jeu sérieux, heu, en ajoutant juste un peu de ludification sur des contenus qui restent très sérieux et en fin de compte, ça sera amusant pour personne. Heu, ou alors on peut au contraire créer un jeu qui sera vraiment très, très ludique et saupoudrer un tout petit peu de pédagogie dessus. Mais dans ce cas-là, ça sera pas suffisant. Et je pense que, game designer, c'est un vrai métier et il faut vraiment être accompagné par des personnes qui connaissent, qui connaissent ces ficelles-là pour pouvoir, produire des jeux de qualité et atteindre vraiment les objectifs, qu'on a. Ça me fait penser au tout début, tu nous parlais de formation. Il existe des formations pour créer des escape games ou alors c'est vraiment la formation de game designer qui est importante? Alors le secteur étant très jeune, à ma connaissance, il y a pas encore de formation spécifique qui existe. Ça finira par arriver, je pense, mais c'est pas encore le cas. Donc pour se former, hem,
déjà jouer soi-même beaucoup pour comprendre les mécaniques, voir comment ce type de jeu est construit, ça c'est toujours une bonne chose. Lire sur le sujet, il y a beaucoup de littérature, universitaire notamment sur les théories du jeu et sur la façon dont la pédagogie, peut être incluse dans le jeu. Quelle posture ça permet de faire adopter aux joueurs et cetera. Heu, donc voilà, c'est se lire et se renseigner un maximum sur le sujet. Bon, du coup, nous arrivons un peu à la fin de notre enregistrement. Est-ce que tu souhaites nous recommander un jeu? Alors un jeu sérieux? Comme tu veux, pas obligatoirement. Pour rester dans la thématique, il y a un jeu sérieux un serious escape game que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un des premiers que j'ai eu l'occasion de tester, qui est le Learningscape. Et alors c'est intéressant, il y a un petit côté méta, puisque c'est un jeu qui a été développé, alors que je dise pas de bêtises, mais c'est par le Game Lab du CRI, du Centre de recherche interdisciplinaire. Hem et en fait, ce Learningscape s'adresse à des enseignants et des futurs enseignants pour leur apprendre, les bases de la pédagogie, et les sensibiliser à la façon de bien construire, un cours, et de transmettre des savoirs. Et donc, toutes ces notions de pédagogie peuvent être elles-mêmes réutilisées pour la création d'un escape game. D'accord, ouais, très intéressant. Est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Oui, oui, alors justement, c'est un des co-créateurs du Learningscape. Il s'appelle Vincent Roger et il est, game designer, et notamment spécialiste aussi en escape game et en serious escape game. D'accord, merci. Si on souhaite en savoir un peu plus sur toi, ton travail et les escape games, est-ce que tu as où est-ce qu'on peut, s'informer? Où est-ce qu'on peut trouver des informations? Alors le plus simple, c'est encore de me contacter par mail. Mon mail donc, c'est clémence@médiationludique.fr. J'ai un site aussi médiationludique.fr mais qui est pas encore, en ligne, hein, pour l'instant il est en chantier. Mais donc voilà, par mail, c'est la façon la plus facile de me contacter. D'accord. Merci beaucoup Clémence Guédan. Mais merci à toi Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.